Bonsoir et merci de nous rejoindre sur le plateau de l'Échiquier international consacré une nouvelle fois à la situation au Proche-Orient. Gaza a vécu aujourd'hui son 132e jour d'agression sioniste avec un bilan macabre qui a frôlé la barre des 100 martyrs. Et au moment où les craintes autour d'une incursion sioniste à Rafah se précisent, malgré toutes les alarmes qui retentissent un peu partout dans le monde quant aux conséquences dévastatrices d'une telle entreprise génocidaire dans un territoire surpeuplé de déplacés et de réfugiés. Et comme si cela ne suffisait pas, l'entité sioniste déverse sa colère due à l'échec de toutes ses opérations depuis le 7 octobre dernier sur le Liban, un pays pivot dans la région qui traverse lui aussi une situation politique difficile. L'escalade régionale risque d'embraser toute une région au mépris du droit et des résolutions internationales. Nous en parlons aujourd'hui dans l'Échiquier international avec nos invités du soir, juste après cela. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous avons avec nous Jacob Cohen. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, vous êtes militant antisioniste, auteur du livre Printemps des Sayanim. Oui. Et nous avons également avec nous Manuel Pouchelet. Bonsoir à vous. Bonsoir monsieur, merci de votre invitation. Alors, c'est nous qui vous remercions, vous êtes spécialiste des questions militaires et géopolitiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, monsieur. Alors, tout d'abord, première question, je voudrais avoir votre lecture initiale. Quelle lecture initiale faites-vous de l'attaque sioniste ayant ciblé hier un immeuble à Nabatieh faisant 10 victimes, dont 3 membres du Hezbollah? Tout d'abord avec vous, Jacob Cohen. Bon, en fait, le Hezbollah et le régime sioniste jouent un peu depuis 4 mois. Je ne sais pas quel jeu, c'est-à-dire je te bombarde, tu me bombardes, mais on ne dépasse jamais des lignes rouges apparemment convenues ou bien tacites. C'est-à-dire qu'aucune des deux parties ne cherche vraiment à aller jusqu'au bout. Chaque camp a ses raisons. Et donc le Hezbollah, on peut comprendre parce que il sait que les Israéliens ne viendront pas se battre à armes égales sur le terrain, mais ils n'ont qu'une obsession et qu'un désir, c'est de détruire le Beyrouth et le Liban. Ils l'ont d'ailleurs annoncé. Que Beyrouth connaîtrait le même régime que Gaza, mais les Israéliens non plus n'ont pas envie de se lancer. Donc, c'est un jeu qui, jusqu'à présent, ne dépasse pas la limite qui aboutirait à une conflagration. Très bien. Votre lecture, Manuel Pouchelet, de cette dernière attaque qui a ciblé le Liban et qui a fait 10 martyrs? Alors, il faut savoir que la ville de Nabatieh est située en zone d'opération de la FINUL 2. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir Israël qui mène des opérations dans des zones FINUL, donc ONU, au mépris du droit international et à des règles d'engagement. Israël va toujours prétexter, si vous voulez, le nom de sa sécurité. Elle est capable de frapper en profondeur, notamment au-delà des terres, mais n'oublions pas qu'au sud Liban, vous avez un peu plus de 70 000 personnes qui ont été déplacées pour mener à bien ce genre d'opération. Les Libanais souhaitent se protéger, mais attention, le Hezbollah, depuis, s'est renforcé. Il a acquis une expérience en Syrie, où il est devenu particulièrement dangereux. Il bénéficie d'un dernier armement, on va dire, hautement technologique qui peut tenir la dragée haute, excusez-moi cette expression, à Tsahal. Et finalement, là, on n'est plus dans le type de l'escarmouche parce qu'Israël respecte aussi le parti de Dieu puisqu'ils savent qu'ils sont capables de frapper dans la profondeur, notamment au niveau économique avec le port de Haïfa. Donc, si vous voulez, c'est un jeu d'équilibre de la terreur qui devient de moins en moins. En même temps, n'oublions pas, on a un pays qui est le Liban, qui a une économie à genoux à cause des sanctions internationales et notamment économiques avec les lois César américaines. Et les Libanais ne souhaitent pas qu'il y ait un conflit sur leur territoire en tout cas.
Et justement, Manuel Pouchelet, nous l'avons évoqué dans l'introduction de cette émission, le Liban est un pays pivot dans la région. Ce n'est pas la première fois que le sud du pays essuie des frappes israéliennes, avec à chaque fois des victimes civiles. Que représente cette déstabilisation si elle vient s'ajouter à l'agression sur Gaza ? Cette déstabilisation, si vous voulez, elle est dangereuse pour Israël. Pourquoi? Parce que le Hezbollah va nécessiter la mobilisation du côté israélien d'une armée professionnelle, c'est-à-dire de ses troupes d'élite. Et force est de constater qu'elle n'a pas pour l'instant tous les effectifs mobiles disponibles pour venir éventuellement mener à bien des opérations au Liban. En plus, vous avez cette communauté internationale qui est présente avec la FINUL, avec différents contingents. Je vous en parle en connaissance de cause pour avoir moi-même participé au mandat de la résolution 1700, un premier mandat, en septembre 2006, pour être précis, et depuis, cette résolution n'a pas été réévaluée. Je pense que, si vous voulez, il est peut-être temps pour l'ONU, la communauté internationale, de réévaluer les capacités de ce mandat en lui donnant de nouvelles prérogatives, de manière à, entre guillemets, rassurer Israël sur sa frontière nord, qui se sent toujours en insécurité. Ensuite, vous savez, vous avez toujours cette légendaire coopération et entraide entre pays de la région. Il ne serait pas impossible que dans la danse, excusez-moi cette expression, vienne s'inviter aussi Bachar el-Assad, qui n'a pas oublié l'objectif de reprendre le Golan. Vous avez la présence de la brigade Al-Quds iranienne sur le territoire syrien, qui elle aussi bénéficie des dernières technologies. Donc, si vous voulez, je pense qu'Israël prend conscience et a parfaitement conscience de l'enjeu, et c'est pour cela qu'elle agit modérément. De toute façon, l'objectif numéro 1 avoué par M. Netanyahou était l'élimination du Hamas. Force est de constater qu'il n'y arrive pas. Et en même temps, je ne sais pas si la population israélienne, de son côté, est prête à accepter un journal de marche des opérations qui s'annonce sur le temps long. Parce que derrière ça, vous avez aussi des problèmes économiques et également le soutien de ses alliés qui commencent à se démettre par rapport à ces initiatives du gouvernement israélien. Très bien, je me retourne vers vous, Jacob Cohen. Alors, hier, une autre frappe a eu lieu et a pris pour cible la base de commandement de l'entité sioniste à Safed. Et exactement, comment peut-on lire cet autre développement ? En fait, à Safed, oui, il y a eu une soldate qui a été tuée, mais je rappelle que quelques jours auparavant, une base très importante, essentielle de Méron, a été lourdement atteinte, et celle qui contrôle l'espace aérien de toute la région. Et donc, je crois que, en fait, ça reste, ces escarmouches, on se tâte, mais jusqu'à présent, moi j'ai l'impression, en tout cas, les partis ne veulent pas aller au-delà, voilà. Parce que si Israël se sentait sûr de lui-même pour mener le combat sans recevoir des coups sérieux, il l'aurait fait déjà. Il rêve depuis longtemps d'en découdre avec le Hezbollah. Il a toujours rêvé d'occuper le sud Liban. Il a fait une tentative. Et il n'a jamais, vous savez, les sionistes ont cette obsession d'occuper certains territoires. Le sud Liban en fait partie. Et donc, pour le moment, enfin, ça reste dans le domaine de la dissuasion. Qu'est-ce qu'il en sera demain, après-demain? On ne peut pas savoir comment on va tourner sur le plan militairement parlant. Voilà. Très bien, Manuel Pouchelet, même question pour vous, et sachant que cela s'ajoute à l'élimination ou l'assassinat d'Al-Arouri dernièrement au Liban. Si vous voulez, c'est ni plus ni moins qu'une réponse immédiate. Vous avez quelqu'un qui est éliminé, la partie adverse est capable de démontrer ses capacités militaires et de riposte. Donc, si vous voulez, c'est pour l'instant un combat, je ne veux pas dire à fleur et moucheté, mais où chaque ennemi se jauge. Mais en même temps, si vous voulez, je pense à cette phrase de Napoléon qui me vient à l'esprit concernant cette situation. N'affrontez pas trop souvent votre ennemi, vous risqueriez de lui apprendre votre art de la guerre. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement dans les deux clans. Chacun sait qui est qui, chacun sait où il se trouve. Preuve en est que pour l'instant, c'est ni plus ni moins de l'escarmouche, certes, avant d'aller au-delà. Très bien, Jacob Cohen, selon vous, quelles seront les conséquences de cette nouvelle passe d'armes entre les deux parties? Doit-on s'attendre à une escalade imminente?
c'est vraiment la question qu'on se pose depuis 4 mois. Et en fait, chaque jour qui passe, on se dit, il y aura probablement une explosion régionale, mais qui n'arrive pas. Et c'est-à-dire tous les facteurs de l'explosion sont là, mais il y a, enfin en tout cas, on le voit, elle n'arrive pas. Et donc, Oui. on peut encore se poser la question dans quelques jours, dans une semaine, mais ça peut être demain. Donc, c'est vraiment seules quelques personnes dans les états-majors connaissent la réponse à cette question. Ouais, très bien. Manuel Pouchelet à présent. Alors, le chef de la diplomatie syrienne a annoncé récemment que la libération du Golan faisait partie des priorités de Damas. Pensez-vous que l'armée d'occupation enlisée à Gaza peut faire face à un front uni? Écoutez, pour l'instant, je pense qu'Israël a bien conscience de ses capacités militaires, puisque c'est une armée moderne qui fonctionne, excusez-moi, avec des indicateurs. Et pour l'instant, les indicateurs, quand vous regardez sur la bande de Gaza, ils ont quand même bien dégarni certaines unités et ils sont obligés d'en mobiliser sur d'autres parties du territoire pour en assurer la sécurité, si vous voulez. Maintenant, soyons prudents. Ces derniers temps, les discours de M. Nasrallah, leader du Hezbollah, se sont fait un peu plus, on va dire, intenses. Force est de constater que quand le leader du Hezbollah parle, c'est que souvent derrière, il y aura des actes. Maintenant, le tout est de savoir où et quand. Mais Israël s'est préparé. Israël a aussi une domination technologique sur ses adversaires avec les services de renseignement, avec les écoutes. Et c'est ce qui, pour l'instant, l'aide, on va dire, à dominer la situation. Mais elle ne pourra en aucun cas mener la guerre sur plusieurs fronts avec Rafah, avec éventuellement, je pense à la Judée-Samarie, qui est aussi, dont on ne parle pas, mais qui est aussi en tension avec les colonies israéliennes, dont il faut assurer la sécurité, où pour l'instant c'est impossible. Et si en plus derrière ça, vous ajoutez le Golan avec le discours de la diplomatie syrienne, le Golan a toujours été, si vous voulez, la partie amputée de la Syrie que même le père de Bachar el-Assad, Hafez, voulait récupérer. Donc, si vous voulez, ce n'est ni plus ni moins que de remettre à l'ordre du jour une situation qui déjà est très ancienne. Très bien, Jacob Cohen, je reviens à vous. L'administration Biden a appelé à la désescalade tout en fournissant des armes et en perspective éventuellement une enveloppe budgétaire supplémentaire à l'armée de l'occupation. Est-ce qu'une telle dichotomie peut contribuer à l'exacerbation des tensions, Monsieur Cohen? Je ne crois pas. Entre les États-Unis et Israël, je ne crois pas trop. En fait, les Occidentaux, j'inclus l'Europe, hein, qui tiennent des discours un peu pacifiques ou anti-israéliens. En tout cas, je pense que les Américains et les Européens, je les mets dans le même sac, utilisent ce genre de discours pour calmer un peu les Arabes, pour leur dire on n'est pas totalement du côté israélien. Ils se rendent compte qu'être totalement du côté israélien, ça leur porte du tort. Et donc, ils lâchent du lest, mais seulement au niveau verbal. C'est-à-dire, si les Américains voulaient vraiment peser sur Israël, c'est très facile de le faire pour eux. Mais ils ne le feront pas, enfin en tout cas jusqu'à présent, parce que c'est un allié sûr. Ils sont d'accord sur les objectifs israéliens, probablement, et donc de nettoyer Gaza. Et donc, Oui. les déclarations sont juste, à mon avis en tout cas, purement formelles. Les Américains s'en fichent royalement, comme les Européens, de la population de Gaza. Voilà. Très bien, Manuel Pouchelet, que pensez-vous de la politique de l'administration Biden dans ce conflit? Moi, je pense que la politique de l'administration Biden actuellement est animée par le débat électoral qui s'annonce houleux pour le mois de novembre prochain pour les élections présidentielles américaines. Si vous voulez, M. Biden essaye de consolider son arc diplomatique et notamment les relations internationales avec la région pendant lequel il a été absent un long moment. L'envoi de M. Blinken dans certaines capitales arabes et certains choix démontrent bien que la politique américaine au Moyen-Orient est, si vous voulez, à l'heure actuelle,
malheureusement menée par un calendrier électoral. Et je vais rejoindre votre invité, vous ajoutez aussi le calendrier électoral européen qui risquerait pour les élections de juin au Parlement européen de mettre un petit peu aussi en stand-by parce que l'Europe, on a un petit peu tendance à l'oublier, a aussi à ses portes le conflit en Ukraine. Donc quelque part, si vous voulez, malheureusement, la situation à Gaza, la situation au Moyen-Orient mobilise moins la scène internationale occidentale qu'avant. Pourquoi? Parce qu'elle considère que c'est une situation qui a toujours été bloquée et qu'aucune issue n'est possible. Et au-delà de cela, si vous voulez, malheureusement, je pense que c'est aux dirigeants de cette région, je pense aux acteurs régionaux, à l'Iran, à l'Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et à l'Égypte de trouver une solution. Je ne pense pas que le Qatar soit le meilleur négociateur dans cette affaire. On oublie souvent de citer Oman qui a toujours été capable de parler avec toutes les parties en présence, y compris israéliennes, et je trouve dommage que le sultanat d'Oman ne revienne pas sur le devant de la scène internationale en termes de négociation. Le fait de transférer cette compétence au Qatar, à mon avis, s'annonce sur le temps long et il n'est pas certain que l'issue soit favorable aux parties en présence. Très bien, Jacob Cohen, je me retourne vers vous une nouvelle fois. Alors, l'attitude voyou, beaucoup de dirigeants l'ont qualifié ainsi, de Netanyahou, nuit fortement à l'image préconçue de l'entité sioniste chez l'Occident, alors que les plaintes auprès des instances judiciaires internationales pleuvent et que l'on n'a jamais été aussi proche d'une condamnation. Est-ce que l'entité sioniste a enclenché, selon vous, le mode autodestruction, une approche beaucoup reprise dans les récits eschatologiques israélites? Moi, je ne crois pas. Connaissant un peu la société israélienne, elle va se braquer, elle va se renforcer, d'autant plus que c'est inexorable. La population israélienne devient de plus en plus religieuse, messianique, extrémiste, fascisante. Et ça, c'est la démographie qui le fait. C'est l'évolution religieuse de la majorité, le départ assez important de gens qui sont cultivés, ouverts, tolérants, etc. C'est une société qui se referme sur elle-même et qui fait un doigt d'honneur à la communauté internationale. Et apparemment, la communauté internationale se trouve impuissante à le contrer. Et donc, ils se sentent renforcés dans leur extrémisme. Et moi, je veux dire, je crois pas beaucoup dans la moralisation de l'action internationale. Ça a un temps, ça aura un temps. Il y a eu la CIJ, l'arrêt sera rendu dans 2 ou 3 ans, mais tout ça n'aboutira pas à grand-chose. Voilà, il y a un rapport de force qui est là sur le terrain. Il y a des alliances. Et donc, c'est vrai que l'image d'Israël va prendre un coup sur le long terme, mais ça deviendra un État comme les autres, un État voyou, mais qui n'aura pas moins sa place dans le jeu international, parce que c'est un acteur important et que tout le monde, je ne dis pas respecte, mais en tout cas, tout le monde prend des gants, tous les pays prennent des gants pour traiter avec lui, notamment la Russie, la Chine, l'Inde, etc. Voilà. Très bien, j'aimerais avoir l'opinion de Manuel Pouchelet. Êtes-vous d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Cohen? La politique de Netanyahou maintient-elle, plutôt mènerait-elle à la destruction de l'entité sioniste ou au contraire, elle serait plutôt salutaire, on va dire, pour Benjamin Netanyahou? Moi, j'ai une vision que je partage avec votre invité, bien entendu, mais je vais la compléter avec celle de 1917 qu'avait eu Georges Clemenceau lorsqu'il avait dit politique intérieure, je fais la guerre, politique étrangère, je fais la guerre, politique économique, je fais la guerre. C'est exactement la même logique qu'a en ce moment M. Benjamin Netanyahou. Maintenant, je le mets au défi de le faire sur le temps long, puisque vous avez quand même de sérieux signes en début de conflit, pour rassurer la population, il avait parlé de gouvernement d'unité nationale. Mais je pense qu'à très court terme, je vous rappelle qu'il y avait des réformes judiciaires en Israël qui n'étaient pas passées, qui avaient été voulues par M. Benjamin Netanyahou. Et je pense que sur le temps long, je ne suis pas sûr que sa politique puisse s'inscrire. Tôt ou tard, avec les calendriers électoraux, tant européens, mais surtout américains, j'ai bien l'impression que l'épreuve
du temps risquerait de mettre à mal sa politique, parce que tôt ou tard, la question est la suivante, vous savez, la population n'est jamais neutre, le tout est de savoir jusque combien de morts cette société israélienne est capable d'accepter. Très bien. Jacob Cohen, permettez-moi d'évoquer, avant de clore cette émission, la situation à Gaza. Même les proches collaborateurs de Benjamin Netanyahou lui reprochent de vouloir se placer, ou plutôt rester en poste avec sa politique de destruction. Qu'en pensez-vous ? Moi, je crois qu'on met trop l'accent sur Netanyahou, c'est-à-dire on le met comme la figure du diable. Mais pour moi, si Netanyahou s'en va, il s'en ira dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. S'il y a des élections, en tout cas, il est balayé. Ça, c'est sûr. Mais les partis qui vont venir au pouvoir, ils auront juste un discours un peu moins violent, mais ce sera la même politique. Il faut dire ceci, que depuis 1948, ça a toujours été la politique du régime sioniste. Ça veut dire la force des représailles criminelles, l'occupation, les conquêtes, que ce soit de gauche ou de droite. Et donc, aucune solution pour l'État palestinien, que ce soit de gauche ou de droite. Et donc, on reviendra peut-être, sans Netanyahou, à un système de blocage ou d'attentisme, mais il n'y aura pas l'État sioniste n'acceptera pas de solution concernant, par exemple, le retour du Golan ou d'Al-Quds ou bien de l'État palestinien. Il ne faut pas se faire d'illusions. Pour atteindre ces objectifs, il faut battre militairement et à plat de couture Israël. Voilà. Très bien. Si oui. aucun homme politique israélien, 98% des hommes politiques israéliens ne renonceront jamais ni au Golan, ni à la Cisjordanie, et n'accepteront jamais l'État palestinien. Voilà. Très bien. Manuel Pouchelet, rapidement, pour terminer, que pensez-vous de la politique Netanyahou à Gaza? Mène-t-elle à sa destruction, ou plutôt l'arrangerait-elle? Je pense que M. Netanyahou connaît ses propres limites. Le tout est de savoir qui va suivre, et puis de tôt ou tard, la population exigera des comptes. Mais bon, comme le dit le proverbe perse, ce qui est passé a fui, ce que tu espères est absent, et le présent t'appartient. Très bien, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. L'échiquier international touche à sa fin. Vous aviez comme invité aujourd'hui Jacob Cohen, militant antisioniste et auteur du livre Printemps des Sayanim. Merci beaucoup, monsieur Cohen. Nous avions également avec nous Manuel Pouchelet, spécialiste des questions militaires et géopolitiques. Merci encore une fois à vous, messieurs. C'est la fin de l'échiquier international. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée.